Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver pour En effet pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. En effet pour s'entendre, qui, vous le savez, depuis si longtemps, est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire, et qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux et prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, il y aura un invité fil rouge, il y aura la chronique atrabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut bienveillante et excellente, même de préférence, et ensemble, je suis persuadé qu'une fois encore, nous allons passer la meilleure des soirées. Ce soir, avec mon invité Henri de Montvallier, nous allons découvrir ou redécouvrir le sociologue Pierre Bourdieu, dont on célèbre les 20 ans de la disparition cette année. Et ce, grâce à un livre écrit avec son ami Raphaël de Santi, L'effet Bourdieu, dialogue sur une sociologie libératrice, paru aux éditions Connaissance et Savoir. Les deux hommes y reviennent sous forme de dialogue sur bien des préjugés concernant le célèbre sociologue, contourne critiques et idées reçues sur son œuvre et sa personnalité. En même temps, les deux auteurs se livrent sur leur parcours de vie respectifs, si différents, dans un échange vif et bienveillant. Sait-on par exemple que l'enseignant au Collège de France avait beaucoup d'humour? Imagine-t-on combien nombre de ses analyses furent prophétiques? Vous connaissez déjà Henri de Montvallier, auteur, professeur, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois pour son livre Le portefeuille des philosophes. Quant à Raphaël de Santi, il a une formation doctorale en sociologie et travaille comme éducateur dans un établissement médico-social à Toulon. On peut citer parmi ses livres Lire Bourdieu de l'usine à la fac. Nous retrouvons donc Henri de Montvallier en duplex de la région parisienne, très exactement à Issy-les-Moulineaux. Henri de Montvallier, bonsoir. Bonsoir Yannick Blavette. Soyez de nouveau le bienvenu dans cette émission. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Mais avant de vous retrouver longuement par rapport à la dernière fois, il n'y a rien de changé. On commence toujours avec la chronique atrabilaire. Je râle, donc je suis. L'Ukraine encore et toujours à la une de l'actualité cette semaine. Un peuple martyr et un dictateur russe dont on n'a même plus envie de prononcer le nom qui se joue du monde. Joue-t-il au parano pour mieux exorciser son sadisme ou l'est-il vraiment? N'importe. Le résultat est le même. Le sang et les pleurs coulent à flot, des destins sont brisés à jamais, des tirs nourris rendent amnésique l'idée de la démocratie, la logique humanitaire reste sur sa fin. Pendant ce temps, en France, un peu perdue par ce bégaiement de l'histoire, pouvant engendrer un conflit mondial à la moindre étincelle, on se prépare au présidentiel sans trop y croire. Qui tiendra la chandelle au pays qui sans cesse souffle les bougies d'anciennes promesses électorales sans jamais avoir sa part de gâteau? Comme disait le Luron pour l'anniversaire de Lynn Renault, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Les politiques sont souvent cuisinés par des journalistes ou des électeurs déçus. Censés être les pompiers de la crise, la jouant conviviale, amicale sur les marchés, genre pot-au-feu intègre, ils sont plus souvent qu'à leur tour de sinistres pyromanes. Alors de nouveau, on les recuisine avec un arrière-goût de réchauffé. Et bien là, au-delà de la métaphore, nous voilà dans de la vraie cuisine qui, c'est sûr, a dû rester sur l'estomac de l'intéressé. Ainsi, à Soult, dans la Drôme, le chef du restaurant L'Oiseau sur sa branche, Thierry Chalancon, a créé un pâté très original à l'approche du premier tour de la présidentielle, ayant pour nom, je cite, « les oreilles de Zemmour ». Un produit du terroir qui se moque ouvertement du candidat de Reconquête. Bref, un pâté citoyen dénonçant avec ce cuisinier de haut vol les idées indigestes de l'ex-complice d'Éric Nolot, ayant pour but de narguer ce toqué sans coiffe assumée. L'étiquette, rédigée par Thierry Chalancon, est à elle seule fort savoureuse. On peut y lire, comme toute promesse électorale non tenue, il n'y a pas d'oreille dans ce pâté de porc. Sur l'étiquette, on y découvre en outre la composition suivante: droit du sang, 40 grammes, immigration, 0,5 grammes, et ce commentaire, porc, : non masculin, se reproduit facilement, peut être dangereux,
conservé dans un endroit humide et nauséabond. Si vous souhaitez déguster ce pâté, il est vendu 8 €. Serait-ce le prix du grand remplacement? Allez savoir. Finalement, l'expression populaire affirmant que dans le cochon tout est bon est mensongère. L'animal, s'il est élevé dans un air vicié, risque de vous contaminer gravement, à partir du moment où il prend les électeurs potentiels pour des jambons sous cellophane étranglés par les nitrites et autres colorants alimentaires. À quand une autre comparaison ironique et culinaire pour d'autres candidats à la présidentielle? Par exemple, la choucroute Pécresse à déguster avant sa mise en bière des urnes, le cassoulet Marine Le Pen, voyant tous ses faillots partir dans l'autre camp, la paella Anne Hidalgo, certes avec force moule, mais ne faisant pas oublier ses conseillers en com à leur intellectuel d'une mitre après toutes leurs perles stériles, sans oublier le couscous Mélenchon qui, après quelques boulettes fort relevées incendiaires, se veut désormais doux comme un agneau. Et combien d'autres candidats pourraient se spécialiser dans le pain perdu? Ils accommodent en effet les restes, se croyant ficelles. Quant à Emmanuel Macron, on pourrait peut-être parler de gelée royale. En entretenant le faux suspense sur sa nouvelle candidature à la magistrature suprême, il a fait son miel de cette attente emmerdeur souverain avec sa reine Bréjou gelant le débat politique. On aura noté par ailleurs 2 disparitions dans le monde médiatique et artistique cette semaine. D'abord, bien sûr, celle du journaliste Jean-Pierre Pernaut, décédé à 71 ans des suites d'un cancer des poumons. C'était un monsieur France profonde, encensé par beaucoup de téléspectateurs, mais aussi vilipendé par un certain microcosme parisien. Il est vrai qu'il avait parfois la main lourde sur des sujets à la une, comme la fabrique des sabots en Savoie, les adorateurs de la truite dans les Deux-Sèvres ou le panier en osier idolâtré dans l'Ariège. En tout cas, lui, avec ses 3 décennies aux 13 heures de TF1, savait regarder la France au fond des yeux, selon l'expression consacrée, contrairement à des journalistes habitués du café de fleurs ou des deux magots, ou de politiques à la myopie galopante, ne voyant plus cette France apprendre avec des pincettes, plus gilet jaune que tenue de soirée. Autre disparition beaucoup plus discrète dans son écho médiatique, celle du comédien et metteur en scène Dominique Paturel, star du doublage. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez à coup sûr son visage, apparu dans de nombreuses pièces de théâtre, séries et autres téléfilms. Et surtout, sa voix reconnaissable entre toutes. Dominique Paturel s'est éteint à 90 ans le 1er mars à l'hôpital de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, avait en effet prêté ses cordes vocales à une centaine de personnages ou d'acteurs tels Michael Caine, Terence Hill, Robert Duval, Frank Sinatra ou encore Vittorio Gassman. Mais son titre le plus glorieux en matière de doublage fut de donner sa voix au personnage de J.R. Ewing dans la série Dallas, oui, l'abominable J.R., incarné à l'écran par Larry Hagman. Au cinéma, à la télé, bien plus qu'un froncement de sourcils ou une crispation de mâchoire, la voix trahit l'ADN d'un personnage. Vous imaginez si, pour en revenir à nos politiques, il parlait avec la voix d'un autre, tout serait désacralisé, deviendrait dérisoire, voire tout simplement réel, pour une fois. De fait, Zemmour avec la voix de Saturnin Canard, Marine Le Pen avec la voix de Stallone, dans Rambo, Adrienne, Valérie Pécresse et la tonalité de Brando, dans Le Parrain, dans les tons bas, graves comme ses sondages, Jean-Luc Mélenchon, lui, doublé avec la voix de De Funès, ma biche, traquant les électeurs, ayant peur de porter les cornes après un service électoral, ou Macron, avec la voix de Bourvil, regardant la carte de France explosant, telle la 2 chevaux en miettes dans le corneau de Bourvil, et disant, forcément, elle va beaucoup moins marcher. À l'inverse, difficile de dire si chez les Verts, le timbre de voix, quel qu'il soit, va affranchir des oppositions archaïques et haineuses ô combien. Ça fait des semaines que Yannick Jadot et sa perdante aux primaires du parti, Sandrine Rousseau, ne s'adressent plus la parole, que cette dernière se désole de la stratégie du candidat écologiste à la présidentielle. Le 25 février dernier, dans un restaurant parisien, Sandrine Rousseau s'est lâchée complètement face à des journalistes. Elle n'a pas eu de mots assez durs contre Jadot, un vrai JR sadique cherchant à préserver son pétrole. Sandrine Rousseau, étranglée d'indignation, lui reprochant entre autres son port désormais de la cravate, nouveauté qu'elle juge par trop conformiste et qui certes ne fait pas décoller ses sondages, elle trouve sa campagne assommante ne mettant pas KO l'électorat futur avec ses inamovibles 5%. Cerise sur le gâteau des récriminations en voix off
de Sandrine Rousseau, sa reprise d'une blague d'un humoriste de France Inter. Je cite bien sûr: Yannick Jadot, ce n'est pas un candidat, c'est un bruit de fond, comme le bruit du frigo la nuit, si tu es trop près, c'est chiant. Fin de citation. On a connu plus gentil chez une supposée alliée. Du coup, les journalistes présents s'étant précipités pour apporter ses propos, Sandrine Rousseau a été virée de l'équipe de campagne du candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Quand on sème la tempête, vous connaissez la suite, Jadot n'en a pas eu rien à cirer, loin s'en faut. Nous, notre bruit de fond, c'est notre complicité radiophonique, chaleureuse, jamais atteinte par la chaîne du froid. C'est pour ça que depuis si longtemps, on est fait pour s'entendre. Troulou Madonna, si vous nous rejoignez, bien vous êtes sur RCF Poitou et vous écoutez comme chaque mardi à partir de 19h15 et chaque samedi à partir de 18h15, là on est fait pour s'entendre. Et ce soir, mon invité est Henri de Montvalier en duplex visioconférence depuis ici les Moulineaux pour le livre écrit avec Raphaël De Santi, L'effet Bourdieu, sous-titré Dialogue sur une sociologie libératrice. Alors, Henri de Montvalier, on vous connaît dans cette émission pour vous avoir déjà reçu pour votre livre Le portefeuille des philosophes. Pouvez-vous nous présenter Raphaël De Santi et nous dire de quelle manière vous en êtes venu à ce livre commun ? Oui, bien sûr, bien volontiers, d'autant plus que c'est moi qui ai le micro et ce livre, effectivement, il faut rappeler que c'est un dialogue et qu'on l'a écrit à deux. Alors, Raphaël De Santi, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, a écrit un livre important en 2017 qui s'appelle « Lire Bourdieu de l'usine à la fac », sous-titré « Histoire d'une révélation ».
livre paru aux éditions du Croquant. Alors pourquoi je dis que c'est un livre important? Parce qu'il donc il se publie beaucoup de livres, beaucoup de choses sur Bourdieu, des livres d'introduction, des manuels, des analyses, des commentaires de toutes sortes. Mais là où je pense que le livre de Raphaël De Santi a apporté vraiment quelque chose, c'est qu'il a introduit le point de vue, disons, du lecteur ordinaire de Bourdieu, c'est-à-dire du lecteur qui n'est pas un sociologue professionnel. Et en fait, comme le titre l'indique, lire Bourdieu de l'usine à la fac, à travers ce livre, Raphaël De Santi raconte son itinéraire personnel. Et quel est cet itinéraire personnel? Eh bien, c'est l'itinéraire de quelqu'un qui a été exclu dans son parcours scolaire des filières nobles du lycée, qui s'est retrouvé voilà, dans ce qu'on appelle de façon un peu méprisante les voies de garage, après le lycée professionnel, l'usine, etc. etc. Et par voilà, un jeu de circonstances qu'il raconte dans son livre et que je ne vais pas détailler, à un moment, il tombe sur la lecture de Bourdieu. Et là, eh bien, c'est vraiment une révélation, comme dit le sous-titre de son livre. Et tout ça le conduit à reprendre des études donc de sociologie. Lui qui, encore une fois, venait de la filière professionnelle, qui n'était pas du tout un intellectuel, mais qui sentait en même temps qu'il était en souffrance dans ce milieu qui n'était pas fait pour lui. Et donc, il va reprendre des études de sociologie, il va lire tout Bourdieu, enfin, il va lire énormément Bourdieu, il va se passionner pour l'œuvre, pour la pensée du sociologue, dans la mesure où, comme moi-même et comme beaucoup de gens, il se rend compte que la pensée de Bourdieu a éclairé de façon très puissante à la fois la société qui l'entoure, mais aussi son propre parcours social. Donc c'est pour ça que je dis que lire Bourdieu de l'usine à la fac, et d'ailleurs il y avait eu en 2000, donc le livre est paru en 2017, et en 2018 il y a eu une journée d'études du CNRS qui a été consacrée à ce livre, justement, donc pour dire que c'était quand même un livre important. Donc dans ce livre, De Santi introduit le point de vue du lecteur ordinaire. Donc moi j'ai lu ce livre, après je suis entré en relation avec lui via Facebook. On a commencé à beaucoup échanger. Moi, je lis Bourdieu depuis très longtemps aussi. C'est quelqu'un de très important pour moi et qui m'a servi aussi à éclairer eh bien, mon propre parcours, ma propre trajectoire sociale. Et donc, de fil en aiguille, avec nos échanges de plus en plus fréquents, de plus en plus nourris, on s'est dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un dialogue pour expliquer justement, nous qui ne sommes pas des sociologues professionnels, ce que peut apporter Bourdieu à des lecteurs, enfin du point de vue des lecteurs ordinaires. Moi qui suis, disons, pour aller vite, originaire du 6e arrondissement de Paris, de la bourgeoisie, qui suis agrégé de philosophie, etc. Et lui qui est bien, qui a une trajectoire sociale différente que j'ai rappelé avant. Et maintenant, il n'est pas sociologue professionnel, puisqu'il travaille, comme vous l'avez rappelé, dans un établissement médico-social. Donc voilà, on a voulu confronter, disons, nos deux points de vue de lecteurs ordinaires, mais tous les deux passionnés de Bourdieu. Vous affirmez avec cet ouvrage avoir voulu entretenir une vigilance critique à l'égard des discours dominants, voire, je vous cite, philosophiques. Selon vous, donc, chacun arrange un peu Pierre Bourdieu à sa sauce, comme ça l'arrange, si j'ose dire? Alors, philosophique, ça c'est un mot qui vient d'un de mes précédents ouvrages qui s'appelle Les imposteurs de la philo, qu'on avait sous-titré, alors là, que j'avais écrit avec Nicolas Rousseau. Bon, j'aime bien écrire à quatre mains, comme vous le voyez, dont le sous-titre était Nouveau sophiste et philosophe. Philosophe, c'était un mot emprunté au Misérable de Victor Hugo. Oui. Donc, en fait, alors ce qu'on cherche à dire, c'est que globalement, effectivement, beaucoup d'intellectuels sont hostiles à Bourdieu, en fait. Pourquoi? Parce que Bourdieu, par la sociologie, les objective et justement, les fragilise ou les déstabilise parce qu'il montre que leur discours, leur façon de voir le monde procède en fait de leur position dans la société. Et les intellectuels qui sont des professionnels de l'objectivation,
en général, n'aiment pas trop qu'on les prenne eux-mêmes pour objet. Et alors ça, c'est important parce que je pense que c'est une des préoccupations les plus constantes de Bourdieu, et on dit ça dans le livre avec Raphaël de Santi, c'est la réflexivité. Et c'est cet exercice à laquelle on se livre dans le premier chapitre, justement, où on confronte nos parcours respectifs et nos trajectoires sociales respectives pour comprendre ce qui nous a amenés à Bourdieu et pourquoi est-ce que la lecture de Bourdieu nous permet de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à Bourdieu au fond, et comment cette lecture nous permet de comprendre aussi notre trajectoire sociale et notre place dans le monde social. Et comme Je dis souvent... Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie, allez-y. En fait, je dis souvent, si je voulais résumer en 3 points, je dis souvent que moi, qui venais de la philosophie, comme Bourdieu d'ailleurs, hein, il faut rappeler que Bourdieu vient de la philosophie, c'est un agrégé de philosophie au départ, et justement, il y a une certaine forme d'insatisfaction aussi par rapport au discours philosophique qui a fait qu'à un moment, bon, il s'est tourné vers la sociologie, bon, aussi en passant par à un moment l'ethnologie quand il était en Algérie. Bon, je ne vais pas reprendre le détail, mais ce qui m'a tout de suite intéressé, moi, quand j'ai commencé à lire Bourdieu, c'est cette impression qu'il était au plus près du réel. Et il nous faisait toucher vraiment le réel du doigt. Et au fond, il permettait de répondre à 3 questions, trois questions auxquelles, selon moi, les philosophes n'apportaient pas de réponse réellement satisfaisante. Premièrement, pourquoi les gens pensent-ils ce qu'ils pensent et pas autre chose? Deuxièmement, pourquoi les gens font-ils ce qu'ils font et pas autre chose? Et troisièmement, pourquoi les gens sont-ils là où ils sont et sont-ils là où ils en sont dans le monde social et pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'un tel, je ne sais pas, est président de la République et un autre est SDF? Pourquoi est-ce qu'un tel est prêtre et un autre est, je ne sais pas, trader? Pourquoi est-ce qu'un tel est instituteur et encore un autre est acteur? Enfin bref, voilà. Et il me semblait que la lecture de Bourdieu donnait des instruments assez puissants et vraiment décisifs pour apporter des réponses à peu près satisfaisantes à ces questions. D'ailleurs, vous l'écrivez, hein, je vous cite, « J'avais l'impression qu'un auteur me parlait tout simplement du réel, me le faisait vraiment comprendre sans me raconter d'histoire, comme le font souvent les philosophes. » Bien voilà, exactement, vous voyez, c'était exactement à ce passage-là que je pensais, alors vous avez vraiment parfaitement... Et comme vous l'écrivez... Notre livre, je vous en remercie. Ah ben oui, ça je peux vous assurer, mais que je l'ai lu, oui, mais de fond en comble, si j'ose dire. Et comme vous l'écrivez, sociologie bien ordonnée commence par soi-même. Il y a les dominants et les dominés, mais les deux notions peuvent se contredire, parfois se nuancer considérablement même. Oui, alors ça, c'est un petit peu un pont-aux-ânes sur Bourdieu, parce que les critiques de Bourdieu, bon, les critiques de droite, pour aller vite, type Finkielkraut, bon, s'il faut donner un nom, oui. Ces critiques nous disent, ou même Luc Ferry ou d'autres, ces critiques nous disent, au fond, voilà, Bourdieu a une vision manichéenne de la société, c'est les dominants et les dominés. Bon, il reprendrait ça du marxisme. Alors c'est vrai que la sociologie de Bourdieu est une sociologie de la domination, c'est vrai, c'est une sociologie critique qui a pour but de nous faire prendre conscience et de dévoiler certains processus de domination qui sont à l'œuvre dans la société. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de voir qu'il n'y a pas les dominants et les dominés. Que chez Bourdieu, le rapport dominant et dominé, au fond, il est toujours relationnel. C'est-à-dire qu'on peut être dominant sous un certain rapport, mais dominé sous un autre. Et c'est là où c'est plus complexe et en un sens plus intéressant. J'ai parlé du marxisme tout à l'heure, et des gens comme Luc Ferry, hein, on se souvient de la pensée 68, il y avait un chapitre qu'on critique à un moment avec Raphaël de Santi, qui c'est sur Bourdieu, donc livre écrit avec Alain Renaud, publié en 1987, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, le chapitre sur Bourdieu s'appelle Bourdieu ou le marxisme français.
Et justement, c'est une erreur de faire de Bourdieu un marxiste, parce que Bourdieu a toujours voulu dépasser, disons, le matérialisme économiste de Marx pour intégrer une dimension symbolique, justement. Et c'est pour ça que le capital, il n'est pas qu'économique, il est aussi symbolique, il est aussi culturel. Donc Bourdieu est un sociologue des pratiques symboliques. Il s'est aussi intéressé à l'économie, hein. Il y a même il a consacré un cours au Collège de France sur la question de l'anthropologie économique qui a été publié il y a quelques années. Mais alors, donc pour en revenir à ce que je disais sur le caractère relationnel de la domination, pour dire les choses de façon très schématique, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de capital économique, par exemple, un cadre, un CSP+, eh bien, il n'aura pas forcément beaucoup de capital culturel. Au contraire, un professeur d'université, par exemple, ou un professeur de classe préparatoire comme moi, il va avoir beaucoup de capital culturel parce qu'il va avoir du temps pour lire, parce qu'il va avoir du temps pour aller au musée, etc. Mais il aura moins de capital économique. Ça veut dire que même même quand on est dominant dans la société, on est toujours d'une façon dominé sous un autre rapport. Enfin, on est toujours dominant sous un certain rapport et dominé sous un autre. Donc, quand on lit bien Bourdieu, en fait, c'est important de dire qu'il n'y a pas de vision manichéenne. On est toujours dominant ou dominé sous un certain rapport. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'on ne peut jamais être dominant ou dominé sous tous les rapports. Voilà. Henri de Montvanier, vous revenez dans votre livre sur le point de vue scolastique de Bourdieu. Et il fustige là une rhétorique philosophique, un brin emphatique qu'autorise justement ce point de vue scolastique. Oui. Alors il faut dire un mot de la scolée. Alors la scolée, c'est un mot grec. Sur un concept sur lequel Bourdieu fait porter l'accent, notamment dans son livre Méditation pascalienne en 1997. Et qu'est-ce que la scolée? Alors la scolée, c'est le mot qui a donné école, c'est le mot qui a donné scolaire. Donc, et alors on peut le traduire. Alors après, les Romains ont traduit ça en notium, hein. Donc, c'est la scolée, c'est le temps libre et libéré des urgences de l'action, des urgences de l'action quotidienne. Donc, c'est le temps dévolu à l'étude, c'est le temps dévolu à la réflexion, c'est le temps dévolu à la contemplation. Donc, c'est le temps des philosophes. C'est le temps qu'on voit dans les dialogues de Platon, par exemple. Dans les dialogues de Platon, vous voyez que les personnages, Socrate et les gens avec qui il s'entretient, ont tout leur temps, ont tout le loisir, comme on dit, de penser, de réfléchir. Il n'y a jamais quelqu'un pour regarder sa montre, et pour cause, il n'en avait pas à l'époque, et dire « Ah non, là, il faut que je rentre, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, à la crèche, etc. etc. » Donc, l'idée de la scolée, c'est ça. C'est que pour l'individu en situation de scolée, enfin, l'individu en situation de scolée est un peu hors jeu dans le monde social. Il considère le monde comme un spectacle qui s'offre à lui et qu'il a tout le loisir et tout le plaisir de penser. Et Bourdieu dit que quel est le problème des philosophes? Et ça, il le dit bien dans les méditations pascaliennes, dans la première partie. Le problème des philosophes, c'est qu'ils ne pensent jamais cette scolée, ils ne pensent jamais leur position dans le monde social qui rend possible justement ce détachement, qui rend possible cette attitude contemplative. Et il y a par là tout un inconscient, tout un impensé qu'ils vont projeter dans la façon dont ils pensent le monde, parce qu'ils ne pensent pas la position à partir de laquelle ils pensent le monde. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais sur cette notion de scolée, sinon je peux essayer de reformuler plus brièvement si vous le souhaitez. Non, ça me paraît tout à fait clair.
Alors, autre chose sur Bourdieu, on ne l'imagine pas toujours, mais avec Bourdieu, l'humour n'est jamais loin. D'ailleurs, vous citez cette anecdote, enfant, son regard malicieux le faisait toujours soupçonner de bêtises par sa maîtresse. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une anecdote qu'il cite lui-même dans le film de Pierre Carl. La sociologie est un sport de combat, un film qui est sorti un an avant sa mort, en 2001. Et j'invite tous vos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas Bourdieu ou ont entendu son nom, mais ne savent pas très bien qui c'est et voudraient s'y intéresser, à commencer par regarder ce film qu'on trouve facilement et gratuitement sur YouTube. La sociologie est un sport de combat, parce que Pierre Carl filme Bourdieu dans son quotidien, dans ses déplacements. À un moment, on le voit donner justement une interview à une radio associative où il essaye d'expliquer ce que c'est que la sociologie. Et dans ce film, donc, j'encourage vos auditeurs à visionner encore une fois. Eh bien, Bourdieu rapporte une anecdote. On voit dans le film d'ailleurs, on voit que Bourdieu est toujours en train de rire, de sourire, en train de faire des blagues avec ses collaborateurs, avec son assistante au Collège de France. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très gai au quotidien et qui a beaucoup d'humour. Et à un moment, il dit, oui, quand j'étais petit, comme la maîtresse voyait que j'avais toujours les yeux qui pétillaient, les yeux qui frisaient, donc j'ai été toujours puni parce qu'elle avait toujours l'impression que j'avais fait une bêtise. Et on voit bien ce regard qui frise de Bourdieu, on le voit souvent dans les photos. Par exemple, on le voit dans la photo qui illustre son livre qui s'appelle Choses dites, livre de 1987, si je ne dis pas de bêtises, qui regroupe des articles ou des entretiens. Et effectivement, de fait, Bourdieu était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Il disait, par exemple, que son livre Homo Academicus, un livre de 1984 dans lequel il analyse le système universitaire, devait être lu comme un livre comique. Et je me permets juste de vous citer une déclaration aussi, une phrase qu'on met en épigraphe du chapitre sur l'humour. Donc, il s'agit d'un entretien à l'IEP de Bordeaux en 2001. Je crois que c'est le dernier entretien public qu'il a donné. Et il dit lors de cet entretien, je faisais une conférence devant de jeunes polytechniciens et ils me demandaient, selon vous, quel autre sociologue y a-t-il en France ? J'avais dit Coluche. Les petits polytechniciens étaient un peu sur les fesses, mais je pourrais argumenter. Et effectivement, il était très sérieux quand il disait ça. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'il avait soutenu, alors pas tant la candidature, mais le droit à la candidature de Coluche en 1981. Et il trouvait que Coluche était un sociologue, il parlait notamment, par exemple, du sketch sur le syndicaliste, était un sociologue, bon, intuitif, mais très rigoureux. Alors, effectivement, tout ça nous fait penser qu'il y a une parenté entre la sociologie et l'humour, parce que souvent, lorsque le sociologue objective en particulier les dominants, les gens qui ont du pouvoir, ça produit un effet de distance et donc ça produit aussi des effets, des effets comiques. Et de fait, on voit par exemple que dans les cours du Collège de France qu'on a maintenant en totalité, puisque le dernier vient de sortir il y a quelques semaines, en fait, les gens rient beaucoup. On voit que Bourdieu fait beaucoup de blagues, beaucoup de plaisanteries. Et donc, je pense en fait qu'il y a un lien très fort entre la sociologie et l'humour, dans la mesure où, encore une fois, en objectivant le monde social, le sociologue nous montre ses côtés surprenants et ses côtés justement parfois drôles. Alors pas toujours, hein, parce qu'on pense bien sûr au livre de Bourdieu qui s'appelle La misère du monde, un livre qui d'une certaine façon annonçait des mouvements comme les Gilets jaunes, dans lequel, ça c'était un livre qui était paru en 1993, un ouvrage collectif, et comme le titre l'indique, déjà c'est pas un livre très très drôle, mais en fait j'ai l'impression que quand on objective les dominés, c'est plutôt pas très drôle, mais par contre quand on objective les dominants, on remet un petit peu en question leur pouvoir, comme Bourdieu fait avec l'université par exemple dans Homo Academicus, on dénaturalise leur pouvoir
Et là, ça peut produire des effets comiques finalement assez intéressants. Henri de Montvallier, il nous reste que quelques minutes et j'ai encore quelques questions à vous poser. Euh, Vous écrivez, on dresse souvent une sorte de cordon sanitaire entre le déterminisme et le fatalisme. Et Bourdieu lui affirmait, la sociologie ne doit pas conduire au fatalisme. Oui, alors ça c'est une question qui est vraiment très importante. C'est la question du déterminisme. Effectivement, est-ce que le déterminisme doit conduire au fatalisme? Alors, on a un petit désaccord avec mon ami Raphaël De Santi là-dessus. Alors, effectivement, Bourdieu dit en fait, oui, nous sommes déterminés, il y a toute une série de déterminations qui pèsent sur nous par notre classe sociale, par notre éducation, par notre socialisation. Mais en fait, Bourdieu a une conception, alors si on voulait être philosophe, spinoziste de la liberté. Ça veut dire, oui, on est déterminé, mais à partir du moment où on prend conscience de tous les déterminismes qui pèsent sur nous, on peut être un peu plus libre que celui qui croit qu'il a une liberté absolue et qui est dans la dénégation par rapport à tous les déterminismes, et en particulier sociaux, qui pèsent sur lui. Et moi, à partir de là, la question que je pose, c'est, comme les déterminismes sont très puissants, est-ce qu'il n'y a pas une certaine inertie aussi dans le monde social qui pourrait conduire à une forme de fatalisme pratique? Bon, alors, bien sûr, mon camarade n'est pas exactement, enfin, n'est pas tellement d'accord. Moi, je présente ça un petit peu comme une hypothèse, mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, Bourdieu avait commencé son travail au début des années 1960 sur le système scolaire. Sur voilà les inégalités, la reproduction, le fait que voilà les enfants de cadres et de bourgeois réussissaient mieux à l'école que les enfants d'ouvriers. Bon, et 60 ans après, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça n'a pas empiré? Et de fait, on sentait, alors j'ai parlé de l'humour, mais on sent aussi chez Bourdieu dans les derniers entretiens une forme un peu de désespoir ou de lassitude euh, par rapport justement enfin, à cette très grande puissance du déterminisme, et ça pose vraiment le problème du changement social. Est-ce que la société peut changer? Est-ce qu'il est possible de changer la société? Ou bien est-ce que finalement ces déterminismes sont tellement puissants que, voilà, en fin de compte, avec la meilleure volonté du monde, on peut juste en prendre conscience, mais on ne peut pas faire grand-chose pour les changer. Et on fait souvent, enfin, on a l'impression que le déterminisme, c'est un peu la manifestation de la toute-puissance du sociologue, mais c'est plutôt la marque de son impuissance. Et dans un entretien, Bourdieu dit à un moment, mais mon propre déterminisme m'étonne moi-même. Ça veut dire que parfois, les choses sont tellement déterminées que ça m'étonne moi-même. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Donc ça, effectivement, c'est un point. Enfin, la question déterminisme et liberté, c'est vraiment important. Mais la sociologie nous enseigne quand même que la loi, c'est le déterminisme. Alors, juste une toute petite chose, quand même, sur cette question du déterminisme en sociologie, c'est pas le déterminisme des sciences naturelles. C'est pas un déterminisme absolu. Si je laisse tomber mon stylo, voilà, si je lâche mon stylo, il tombera par terre quoi qu'il arrive, en raison de lois physiques. Mais par contre, les lois sociales, ce sont des lois statistiques. On est dans le probable. Oui, on peut dire que, bien, dans la plupart des cas, il est vrai que les enfants de cadres ou de professeurs réussissent mieux à l'école que les enfants d'ouvriers ou voilà, d'employés, etc. Mais on pourra toujours trouver des exceptions. On pourra toujours trouver des gens comme Bourdieu, justement, qui était fils de petits fonctionnaires du Béarn, se hisser par justement un parcours d'excellence scolaire jusqu'à l'école normale supérieure et jusqu'au Collège de France. Donc le déterminisme sociologique est toujours statistique, il n'est jamais absolu, on peut toujours trouver des exceptions, mais il est quand même assez fort, ce qui fait que, bon, euh, on, on ne fait pas exactement ce qu'on veut, en fait. On fait toujours quand même plus ou moins ce que la société, ce que notre éducation, ce que notre famille a voulu plus ou moins qu'on fasse. Voilà, mais c'est un point qui est vraiment important.
Henri de Montvalier, j'avais encore bien des questions à vous poser, mais l'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, écrit donc avec Raphaël de Santi, L'effet Bourdieu, sous-titré Dialogue sur une sociologie libératrice, paru aux éditions Connaissance et Savoir. Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué? Oui, je voudrais pas ajouter, mais insister sur le thème de l'humour. Oui. Voilà, parce que c'est un thème. On pense souvent que Bourdieu est quelqu'un de sérieux et d'un peu ennuyeux, mais il faut dire que non, la sociologie aussi, ça peut être drôle. Et peut-être ajouter une toute dernière chose sur. Bon, j'ai parlé du petit film de Pierre Carl, mais vos auditeurs qui voudraient découvrir Bourdieu ou commencer à lire Bourdieu, par quoi faut-il commencer? Je pense qu'il faut absolument commencer par le petit livre de Bourdieu qui s'appelle Sur la télévision. Petit livre rouge d'une centaine de pages qui s'est vendu à 250 000 exemplaires, qui était sorti en 1996 et qui propose une analyse critique de la télévision, justement, qui, je pense, est toujours d'actualité. Et moi, j'ai commencé par lire ce livre quand j'avais 19 ans. C'est comme ça que j'ai découvert Bourdieu et je conseille vraiment à tous vos auditeurs qui voudraient commencer un peu à lire Bourdieu, à lire ce petit livre qui décrit des tendances sur la télévision, d'autant plus à l'ère des chaînes d'infos continues qui sont... il fait des analyses qui sont extrêmement pertinentes. Voilà, donc un livre à recommander aux néophytes pour commencer dans l'œuvre de Bourdieu. Henri de Montvalier, donc en duplex visioconférence d'ici les Moulineaux. Merci de votre participation à cette émission. Oui, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci à Éric Godaillé qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut!